C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors, même costume, même taille, même coiffure, on pourrait les prendre pour des frères siamois, tous deux anciens rocardiens, tous deux conjurés, lorsqu'il fallait avoir la peau de Jean-Marc Ayrault. Et pourtant, aujourd'hui, presque tous les séparent. Chacun des deux pense être du côté du bien, ou de la vérité, ou de la pureté idéologique. Hamon contre Valls, l'utopiste contre le réaliste. La scission génétique du Parti socialiste entre révolution et réformisme est bien toujours vivace. Ces deux socialismes vont-ils pouvoir cohabiter encore ou divorcer une bonne fois pour toutes? On verra bien. À droite, François Fillon est dans la tourmente après les accusations d'emploi fictif de son épouse. Un soupçon qui risque de peser lourd dans sa campagne, avec tout un pan de son édifice qui s'écroule sur le sujet, bien sûr, de la probité. Alors, nos invités pour en parler sur ce plateau. Bonsoir Bruno Roger-Petit, vous êtes journaliste à challenge.fr. En face de vous, Gaël Brustier, bonsoir. Bonsoir. Chercheur en sciences politiques, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Et à nos côtés aussi, Frédéric Seyss, éditorialiste politique à France Culture et co-auteur avec Marion Lourd de Dans l'enfer de Bercy aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est vous qui aviez révélé que lorsqu'il était ministre, Emmanuel Macron a utilisé à lui seul 80% des frais de représentation de son ministère, donc pour mettre en orbite son mouvement En Marche. Alors, on parle bien sûr des primaires de la Belle Alliance avec deux finalistes, donc Hamon et Valls. Hier soir, lors du débat, les deux finalistes se sont affrontés dans un débat plutôt policé. Manuel Valls a dit cela, écoutez. Ce n'est pas un débat personnel, mais c'est un vrai choix qui est proposé aux électeurs de gauche, aux électeurs progressistes, tout simplement aux Français. Je pense que c'est même un débat historique, décisif pour la gauche, et donc nous aurons besoin de vérité, de sincérité et de responsabilité. Voilà, le débat va être peut-être tranché une bonne fois pour toutes. En tout cas, les socialistes sont-ils, Jean-Marie, condamnés à vivre comme le vicomte pourfendu, un côté droit et un côté gauche? Ça, je serais incapable de répondre à cette question n'ayant pas les vertus de Madame Soleil. Ben non, mais bon. Comme l'aurait dit l'autre. Si on revient d'abord, ce que dit Manuel Valls n'est pas inintéressant. Ben non. Surtout au regard de la façon dont, un peu plus tard dans le débat, ils définissent eux-mêmes les frontières de la gauche. C'est-à-dire, Benoît Hamon se range aussitôt du côté de Jean-Luc Mélenchon, donc de l'extrême gauche. Et Manuel Valls pousse quand même jusqu'à... Oui. Emmanuel Macron, c'est en effet de gauche. Sont-elles conciliables, irréconciliables? Je ne sais pas. Si on revient simplement à la primaire elle-même, qui avait pour objet d'abord de désigner un champion, il a manifestement été désigné au soir du premier tour. On ne voit pas que Manuel Valls puisse refaire le retard qu'il a dès le soir du premier tour. La lecture des résultats du premier tour, sauf un changement radical de la participation, fait que, un petit peu comme Fillon-Juppé, les dés sont joués, enfin la partie est jouée. Est-ce que de cela va sortir une dynamique? Puisque c'était ça l'objet. L'objet de la primaire, c'est de dégager un leader. Donc il y en aura un factuellement, ça ne veut pas dire qu'il aura le leadership derrière, c'est toute la question. La victoire de François Hollande en 2011-2012 ne lui a pas garanti l'autorité sur ses compétiteurs de la primaire, puisqu'on les a retrouvés contre lui pendant son quinquennat. Est-ce qu'il y a une dynamique qui peut sortir de cette primaire? À l'évidence, non. La participation était faible. La participation était faible. Et en plus contestée avec un feuilleton absolument absurde sur le nombre de participants réels. Donc pas de dynamique. Un champion qui ne sera peut-être contesté. Tout cela avec en arrière-plan l'idée qu'ils ont sans doute tous derrière la tête, qu'ils ne seront pas qualifiés, ou que leur champion ne peut pas se qualifier pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Bref, c'est une étape de plus sur le chemin du long et lent suicide de la gauche française, en tout cas du Parti socialiste. Est-ce que, Gaël, donc ce que vient de dire Jean-Marie, c'est vrai, c'est pas la présidentielle qui est l'enjeu, c'est l'avenir du Parti socialiste. Et vous le voyez comment, cet avenir-là, Gaël?
Déjà, l'avenir, là, il est défini dans un match qui oppose une espèce d'astuce vibrillonnante et stratégique qui est celle de Benoît Hamon aux rigidités cadavériques du grand cadavre à la renverse incarné par Manuel Valls. Et donc, en fait, hier, on a la conclusion entre deux rocardiens d'une espèce de match qui consiste à essayer de voir qui va garder tel étage de Solferino, tel segment de la galaxie socialiste, dans la grande bataille qui va s'ouvrir dès l'après-6 mai. Après, Benoît Hamon a été très astucieux. Il le doit beaucoup à certains de ses proches, type Ballas, qui est un député européen qui est très connaisseur des familles politiques européennes, ou Cherki, qui connaît très très bien la politique portugaise. Il est très au fait de ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire qu'il voit très très bien qu'il y a une révolte de l'électorat social-démocrate en Europe. Et donc il se dit... parce que c'est une boutique qui a quand même... Donc ils ont perdu la partie, les sociodémocrates ont perdu la partie. Il faut comprendre un truc avec la boutique Hamon, c'est que ce sont des gens qui, depuis 25 ans, n'ont de cesse que de préserver un certain nombre de précarés, de prébendes, etc., etc. Enfin, ce sont des vrais boutiquiers qui savent faire prospérer une boutique politique tout à fait efficacement. Ils se sont effacés en 2012, au lieu de faire des trucs sur le TSCG, ils se sont totalement effacés pour rejoindre la majorité de François Hollande. Et puis ensuite, ils sont réapparus en chevaliers blancs de la Fronde, etc. etc. Simplement, ils voient très très bien ce qui se passe en Europe. Vous avez en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, dans beaucoup d'endroits, un certain nombre de frondes qui sont opérées non pas par des entreprises politiques, mais par des groupes sociaux qui étaient le cœur de l'électorat social-démocrate et qui aujourd'hui sont entrés véritablement en révolte contre les appareils censés les représenter. Alors qu'ils étaient jusqu'ici tout à fait loyaux, tout à fait placides face aux choix politiques. Donc là, vous avez quelque chose de très intéressant qui va se passer parce que ça annonce un combat très violent en fait, dans les mois à venir, y compris après le 6 mai, dans la deuxième partie de l'année 2017, au sein de l'appareil socialiste. Bruno, rocardiens tous les deux, un qui l'est peut-être encore plus, peut-être Valls qui le reste, mais est-ce que... Non mais qu'est-ce qui reste de Rocard? Il serait retourné dans sa tombe aujourd'hui, Rocard, non? Regardez, d'abord, s'il écoute Hamon... Ce que viennent de décrire Jean-Marie et Gaël, qui sont complémentaires, donc je vais tirer la conclusion, c'est un processus de décomposition qui arrive au terme, mais total. Donc regardez, on part de François Mitterrand, candidat Parti Socialiste à l'élection présidentielle, ça va se terminer avec Benoît Hamon. Non mais le gouffre, il est là, dans ce qu'on appelle l'incarnation, la verticalité, tous ces mots d'aujourd'hui. Bon, le gouffre, il est là. Ensuite, vous avez deux enfants de Michel Rocard. Michel Rocard, c'est quoi? C'est la tentative de convertir la gauche aux réalités de l'économie moderne, donc au libéralisme, en matière d'économie. Valls, aujourd'hui. Oui, non, mais attendez. Et deuxièmement, vous avez c'est la deuxième gauche, c'est-à-dire les héritiers des Girondins, l'ouverture sur la société, l'autogestion. Bon, vous avez tout ça. Et ça se termine par quoi? Benoît Hamon, un programme économique atterrant. Atterrant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est atterrant. Le revenu universel, c'est atterrant. Bon. Mais si, c'est atterrant. 350 milliards d'euros, on ne sait pas où on va les prendre, c'est atterrant. C'est gâché par cette campagne, mais c'est pas un débat minable. Ce programme économique, je parle du programme économique de Benoît Hamon, c'est atterrant. Atterrant, il n'y a pas d'autre mot. Et puis vous avez une incarnation, effectivement, de rigidité étatique, laïciste, voire laïcarde dans le mauvais sens du terme. Pas une condamnation à la morasse pour le coup, mais une condamnation du point de vue de ce qu'est l'authenticité de la laïcité, incarnée par Manuel Valls. C'est-à-dire que sur les deux pans du rocardisme, les deux sont en trahison complète. Donc on est effectivement au bout d'un processus de décomposition. Et là où Gaël est gentil, c'est de penser que ça va intéresser quelqu'un après le 6 mai. Non, mais on va se... Oui, parce que la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que va devenir ce candidat, Benoît Hamon, qui perd aujourd'hui 8%, qui probablement va encore décliner. On va en parler de ça, mais j'aimerais entendre... Ok. Frédéric, est-ce que, comme ce qu'on vient d'entendre, est-ce que les sociodémocrates ont perdu la partie? C'est vrai qu'on pressent que derrière cette bataille assez heurtée qu'il y a eu dans cet entre-deux tours, il y a évidemment l'avenir du Parti socialiste et un Benoît Hamon qui est grosso modo l'éternel minot, comme il dit, minoritaire depuis des années, en tout cas l'aile gauche, qui a l'impression de pouvoir enfin prendre sa revanche et de se venger de cette gauche dite de gouvernement qui l'a toujours renvoyé à ses utopies. Il y a aussi beaucoup d'habileté chez Benoît Hamon, évidemment, et je partage ce que dit Bruno Roger Petit sur le financement. On a vu lors du débat que chaque fois qu'il y avait la question qui se posait du financement, il renvoyait son interlocuteur
Au perturbateur endocrinien. En touche, exactement, en le traitant de comptable. Ça, c'est son mot préféré. Il est, mais ça suffit les comptables, moi j'incarne quelque chose, j'ai une vision sur 20 ans, j'envoie du rêve, etc. Et c'est vrai que Manuel Valls en face, c'était très difficile pour lui de contrer cela, puisque Manuel Valls, il prend sur sa personne toute la déception du quinquennat 2012-2017, et en plus l'air du temps qui est au sortez les sortants, qui a aussi emporté Cécile Duflot dans un autre parti, et en plus le théorème général qui veut qu'un Premier ministre n'arrive jamais à devenir président, CF, Barre, Balladur et Jospin. Et Chirac. Donc la malédiction. Donc il y a vraiment une malédiction de Matignon. De ce point de vue-là, non, mais il n'y a pas que ça aussi chez Manuel Valls. Et encore une fois, on va le répéter. Moi, non, mais je discute avec je discute avec des parlementaires de divers horizons qui vous disent tous la même chose. Il y a un rejet de la personne Manuel Valls, y compris chez les électeurs modérés, de bon sens, qui sont partisans du réalisme économique, etc., et qui ne le supportent plus. Mais pourquoi ? Parce que sur la question des valeurs, d'abord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une case de gauche que Manuel Valls coche aujourd'hui. Voilà. Les Roms, ce qu'il a dit sur eux, la déchéance de nationalité, porter cette affaire jusqu'au bout, et un certain nombre d'autres dossiers. Et puis j'ajoute aussi qu'il y a des gens qui font une lecture politique et qui réécrivent l'histoire du quinquennat. C'est-à-dire que chaque fois que François Hollande s'est planté, il y a Manuel Valls à l'origine, Léonarda, l'éviction d'Hérault, l'éviction de Montebourg et Hamon, la déchéance de nationalité, jusqu'à l'empêchement final du président. Chaque fois, c'est Manuel Valls. Donc vous avez comme ça une accumulation. C'est pas une relecture, toutes ces petites rivières, voilà, factuel. Oui, toutes ces petites rivières finissent par faire un fleuve qui va l'emporter. Non, mais c'est tout à fait juste. Comme simplement, en plus, on avait là la quintessence des luttes d'appareil, dont le Parti socialiste s'est fait une spécialité et qui finit par le tuer. Et c'est ça qui était sous nos yeux lors du dernier débat. Il n'y a pas plus apparatchik que Benoît Hamon. Il est né dans l'appareil, il a prospéré dans l'appareil, grandi dans l'appareil pour finalement déboucher là. Voilà, et sauf qu'on joue une élection présidentielle, donc ça ne devrait pas être le sujet. Et quant à Manuel Valls, il a eu aussi des réflexes et des comportements d'homme d'appareil qui fait qu'il a successivement éliminé tous ceux qui l'avaient aidé à conquérir Matignon, à savoir Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, et puis qu'il a éliminé ou tenté d'éliminer celui qui lui faisait le plus d'ombre, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Alors, on va continuer le débat, mais cette première partie est terminée. Donc, tout de suite, un tour d'horizon de l'actualité. On se retrouve dans quelques instants. À très vite. L'Europe dans tous ses états, présenté par Caroline de Camaret. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses états. En Bulgarie, ce pays de 7 200 000 habitants qui fête ses 10 ans d'entrée dans l'Union européenne. Avec l'élection d'un nouveau président pro-russe, où va la Bulgarie ? Nous allons redécouvrir ce pays avec nos invités et nos reportages. L'Europe dans tous ses états, à voir sur France 24 et sur France24.com.